les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Un bouche à oreille laurentien, histoire de la caravane littéraire lue et relue. Une immense ombre bleutée. Une histoire de Cynthia Lissa Dubé et la population de Saint-Sauveur. À 5 ou 6 milles de l'église de Saint-Jérôme, commençait la forêt, regardée comme inaccessible. Au nord, il n'y avait plus au-delà qu'un printemps fugitif, qu'un été illusoire. Arthur Buy, chronique du 24 août 1882. Peu à peu l'on nous connaîtra mieux, on aimera notre village si pittoresque, l'on achètera une propriété, l'on y fera construire une résidence d'été. Bientôt, l'on y attirera aussi des amis. Curé Desjardins de Saint-Sauveur. Les Autochtones fréquentaient les Laurentides depuis des siècles, se déplaçant sur les rivières sinueuses. Les premiers colons des cantons du Nord y virent malgré tout un territoire vierge, riche de promesses. Ils bravèrent les montagnes car ils aspiraient à la prospérité en cultivant la terre. Ils éclaircirent graduellement la forêt et travaillèrent le sol, mais celui-ci était trop peu souvent nourricier et les fit déchanter. Ils récoltèrent le bois dont les pièces équarries étaient expédiées en Angleterre, alors que le bois de chauffage faisait l'objet d'un commerce local. Le bois de moindre qualité était réduit en cendres. La partie blanche, la potasse, était vendue à Montréal où elle était transformée en savon. C'est finalement en accueillant les touristes venus à bord des premiers trains de neige que les habitants des pays d'en haut, ainsi nommés par Claude-Henri Grignon, connurent un essor formidable. Le curé Labelle avait bien annoncé l'arrivée des gros chars de touristes vers leurs sommets enneigés et leurs paysages enchanteurs. Aujourd'hui, Robert le Poilu fuit la ville et aboutit à Saint-Sault, ne sachant trop quelle rédemption y trouver, bien qu'un optimisme enfantin habite la créature sans âge. Yel a tenté d'insuffler le bonheur autour de soi, clamant « Il faut arrêter de le chercher !» Levant les bras au ciel, projetant une ombre immense sur les trottoirs citadins, suscitant à son grand désarroi la crainte. Était-ce que le bonheur surprend, ou plutôt sa stature imposante? Toujours est-il qu'on en avait peur et qu'on l'a affublé du sobriquet de Bigfoot québécois. À l'étroit dans n'importe quelle catégorie où on aurait voulu le cantonner, Robert a demandé qu'on utilise un prénom neutre pour parler de sa personne, Yel, car il ne s'identifiait ni au genre masculin ni au genre féminin. Cela a calmé un peu son mal-être, mais le baume a été de courte durée. Yel a cherché son salut dans la bouteille au risque de se perdre. Pourtant, Yel était doté d'un talent unique, celui d'intuition extrasensorielle. Yel comprit enfin. Un Bigfoot trouverait sûrement meilleure demeure au sein des montagnes.
Recroquevillé dans la Nissan Rogue, relativement spacieuse pour des humains de taille moyenne, Robert ne sait que penser de son bon samaritain Bougon, un jeune requin de la finance établi à Saint-Sauveur. Ami d'un ami d'un ami, celui-ci l'a gentiment pris comme passager pour l'extirper de la ville. Le conducteur critique sans cesse les automobilistes autour de lui. Mais Robert sent bien qu'un grand cœur bat dans le torse du jeune trentenaire. Les cheveux coupés courts, le Bougon porte des vêtements de manière à passer inaperçu dans la foule, sans excentricité aucune, ce qui détonne avec l'accoutrement multicolore de Robert. Yel fait preuve d'indulgence, se retient de moraliser le Bougon sur son mauvais caractère, pressentant la peur de ne pas être aimé. La vulnérabilité cachée sous la carapace bien propre du jeune homme d'affaires qui laisse Robert devant l'église. Une autre amie d'une amie l'hébergera en attendant qu'elle s'installe, et c'est ici qu'elle doit venir rencontrer le Bigfoot québécois. Dans la tente, Robert égrène les minutes avec un soupçon d'inquiétude, se sent perdu, remet en question son départ de la ville, craint ne pouvoir faire sa place à Saint-Saul, lui qui en prend tant. Yel n'a aucun gagne-pain en vue. Une bourgeoise portant des verres fumés et un sac à main élégant interrompt sa marche quand elle aperçoit le géant velu fraîchement arrivé de la ville. Elle le toise de haut en bas en regardant au-dessus de ses lunettes et traverse la rue pour s'en éloigner. Une bonne demi-heure s'écoule. L'ami de l'ami de l'ami ne se pointe pas. Elle finit par lui texter qu'elle ne pourra le quérir qu'à la fin de l'après-midi, occupée à régler une urgence. Soudainement sans but, avec quelques heures à perdre, Yel se lève, son maigre bagage à l'épaule, ouvrant son regard, cherchant à gauche, à droite, la meilleure direction à prendre pour explorer son nouveau patelin. C'est alors qu'Yel reçoit le plus formidable accueil. Monsieur Caresse lui offre gracieusement un câlin, comme il le fait chaque jour et suscite la joie chez les Saint-Sauverois-Sauveroises. Les poils de Robert se dressent de surprise et d'un plaisir attendri. Yel se sent gonflé d'espérance. Son choix de Saint-Sauveur est le bon. Ce sursaut d'émotion active son sens de l'intuition et Robert le Bigfoot entend un crieur de jadis annoncer une corvée, une naissance, voire un décès, faisant taire les brouhahas de la population occupée à planifier les récoltes ou à une vente aux enchères sur le parvis de l'église. Que Dieu vous sourie! Yel lève les yeux vers le clocher pourvu de 3 cloches provenant de Normandie, entend l'orgue de Casavant qui emplissait autrefois de musique le lieu de culte. En 1903, les habitants de Saint-Sauveur trouvaient qu'une église en pierre dépassait leur capacité de payer. Mais la voilà encore aujourd'hui, fièrement érigée au cœur de la municipalité, au contraire de la première chapelle en bois, détruite par la foudre en 1895. Robert ramène ses yeux sur la population contemporaine, les uns dégustant un cornet, les autres flânant dans les boutiques huppées de la rue principale. Ancré dans le présent, Yel décide de partir par la gauche sur l'artère qui s'appelait autrefois le chemin du Grand Ruisseau. Robert admire les jolies maisons colorées de jaune moutarde, de bleu marine, de rouge sang de bœuf, voire de rose. Les bâtiments sont parfois coiffés de toits mansardés, d'autres à 2 versants, parfois de toits plats. On retrouve même le style Boomtown, un cube à 2 étages derrière une façade postiche,
décoré d'un médaillon, de créneaux ou de gradins, qui lui donne une allure western. La riche histoire de Saint-Saulve se faufile de façon insistante dans l'esprit de Robert, à fleur de peau. Devant la brûlerie, les effluves de café le ramènent à nouveau dans le passé. Il perçoit la présence du maire et notaire Chevalier, le premier à faire installer l'électricité dans sa résidence, qui servait de bureau de poste en 1930. La rue principale a abrité des maires et leurs familles, des pensions et des auberges, un forgeron, ainsi que l'incontournable magasin général où la population se procurait des produits naturels pour se soigner. Robert sent des effluves de gomme d'épinette qui cicatrisaient les entailles, des fumets de menthe, d'écorce, de pruche ou de thé des bois dont on tirait des tisanes ravigotantes. Une senteur de moutarde lui pique les narines, lui rappelant qu'on en faisait des cataplasmes pour décongestionner les bronches. Yel se sent étourdi par une fragrance de petit whisky blanc dont on disait qu'il nettoyait la gorge et réchauffait le dedans. Effrayé par le souvenir d'une béquille dont Yel a abusé, Robert se ressaisit et fait volte-face pour retourner en direction de l'église. Devant le lieu de culte devenu salle de concert, en lieu et place de M. Caresse, un vieil Écossais vêtu d'un kilt joue de la guitare électrique. Une cornemuse et un banjo traînent à ses pieds. Robert le Poilu prend plaisir à l'écouter jouer. Yel découvre qu'un personnage aussi excentrique colore Saint-Saulve, et cela la lui rend encore plus sympathique. À la musique se mêlent des cris et des rires d'enfants, comme s'il y avait une cour d'école tout près. Encore une fois, le passé ressurgit, cette fois dans les oreilles du Poilu. Il ressent qu'il existait des écoles de chaque côté de l'église, dans la maison Chartier, construite en 1840, et l'école Marie-Rose, datant de 1927. Pendant ce temps, l'Écossais a troqué la guitare pour le banjo. Robert aime bien le mariage des babillages enfantins et de l'instrument. Mais Robert a encore des fourmis dans les jambes et ce voyage dans le temps lui donne le tournis. Yel sent l'appel du train et se dirige à toute vapeur sur l'avenue de la Gare, en direction du chemin Jean-Adam où arrivaient jadis les trains de neige. Yel passe devant le musée du ski et se dit que l'hiver n'arrivera pas assez vite pour enfin s'essayer au ski à son tour. Alors que les Saint-Sauverois-Sauveroises d'antan hibernaient pendant de longs mois, se battaient contre le froid et la neige, celle-ci est devenue synonyme de liberté sur les pentes, une fois que les machines ont su la mater et la contenir pour ne pas entraver les déplacements sur les routes. Comme un présage de la saison blanche, Yel rencontre le Père Noël, le visage encadré d'une magnifique barbe blanche, vêtu d'une veste à carreaux rouges, distribuant les clins d'œil qui acceptent volontiers de se faire photographier en échange d'un billet de 5 $. La gare disparue s'avère plus illusoire que ce Père Noël bien présent en chair et en os. Depuis l'été, Robert a vu les feuilles d'automne magnifier les montagnes. Maintenant que les pentes se couvrent enfin de blanc, alors que la période de ski rétrécit comme peau de chagrin d'année en année, le Bigfoot chocolatier glisse sur sa planche à neige. En effet,
Non seulement Yel s'est trouvé un nouveau patelin, mais aussi une vocation. L'ami de l'ami de l'ami l'a enfin retrouvé cette fin d'après-midi de son arrivée à Saint-Saul et lui a offert un boulot chez le chocolatier qui cherchait un assistant. Tout en se délectant du vent qui fouette sa pilosité, Yel prend la ferme résolution de demeurer à Saint-Saul pour une bonne 100 d'années encore. Si Yel doit faire le deuil de la planche à neige, il restera les tyroliennes. Épris de liberté, Robert le Poilu profite des grands espaces, respire à plein poumon l'air des Laurentides et projette son immense ombre bleutée sur le mont Saint-Sauveur. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.